Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je me présente, je m'appelle Mao, je fais partie de l'équipe Écolearn et on va aujourd'hui parler sur le sujet de leader de la transformation durable et comment devenir le leader de la transformation durable de votre entreprise. Donc voilà. Euh, on va attendre un petit moment le temps que les retardataires arrivent. J'espère que vous m'entendez tous bien, Oui, que tout va bien pour vous. Très bien, parfait. Donc, hop. Avant qu'on commence, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui nous suivent déjà depuis un petit moment, voilà, je vais vous faire un petit point sur les futurs événements de la durabilité à venir. Donc, les webinaires qui vont arriver, on va avoir le webinaire d'actualité durable, voilà, qui est un décryptage mensuel des dernières études, initiatives et tendances portées sur la durabilité de nos modèles d'affaires. Voilà, c'est réalisé par Patrick Lumière, qui est l'un des cofondateurs d'Ecolearn. Donc, si vous êtes intéressé euh, pour avoir plus d'informations sur informations mensuelles sur les actualités durables, n'hésitez pas à rejoindre notre webinaire. Voilà, on a également une table ronde de l'engagement des entreprises qu'on va réaliser en partenariat avec Make Sense, qui est un organisme spécialisé dans la mobilisation et l'accompagnement des entreprises. Donc voilà, ce webinaire va porter sur les ingrédients essentiels d'une dynamique d'engagement réussie en entreprise, voilà, en mettant évidemment l'accent sur la RSE et les ressources humaines. Et le 18 avril, nous aurons notre première édition des rendez-vous de la durabilité. Voilà, les rendez-vous de la durabilité, c'est un nouveau format que Ecolearn propose. Et l'objectif, c'est vraiment de partir des constats d'aujourd'hui et d'analyser voilà, hypothétiquement des scénarios de demain, de réfléchir à des propositions, à des évolutions concrètes ou théoriques autour voilà, d'un dialogue avec différents experts. Donc, pour cette première édition, on va se concentrer sur les achats durables et les achats responsables, pardon, excusez-moi. Et on aura comme invité BioWay, qui est un cabinet de conseil d'accompagnement sur les achats responsables, et l'OPSAR, qui est l'Observatoire des achats responsables. Donc voilà, je pense qu'on commence à être un petit peu tous là. Il y a toujours des gens qui rentrent, mais je pense on va peut-être commencer. Euh, du coup, euh, nos intervenants du jour, je vais les laisser se présenter. On a Arnaud Herman, Nelly Manoukian et Maud Tarnot. Donc Arnaud, je vais peut-être te laisser te présenter Oui, pour ceux qui on ne va te être un peu connaissent pas. mais on va commencer par la gauche. Bonjour à tous, Arnaud Herman, je suis l'un des cofondateurs d'Ecolearn. Et accessoirement, je suis l'animateur des masterclass dont on va parler aujourd'hui, et la masterclass direction durable dont vous avez deux représentantes qui vont se présenter juste après. Et puis une autre masterclass pour les consultants, masterclass conseil en transformation durable, dont je parlerai rapidement à la fin. Nelly? oui, bonjour, merci Arnaud, merci Mao. Donc, je suis actuellement apprenante et donc inscrite à la formation, à la masterclass développement direction durable, enfin direction développement durable, et j'ai un passé dans la communication. Donc, j'étais jusqu'à juillet dernier directrice de la communication de l'université PSL. Je vous raconterai un peu mon parcours tout à l'heure. Et bonjour à tous. Moi, je suis Maud Tarnot, je suis la directrice du développement durable d'Holcim France. J'ai suivi la masterclass en 2020-2021. À l'époque, j'étais responsable des affaires publiques et de la RSE de la même entreprise. Voilà, et ravie de pouvoir apporter mon témoignage ici. Parfait. Et bien, écoutez, pour une petite présentation du sommaire, voilà, on va commencer une première partie excusez-moi, je continue à admettre tout le monde. Donc, on va commencer sur une première partie pour faire un point un petit peu général sur la transformation durable et ce qui requiert des nouveaux leaders. Ensuite, on va enchaîner sur voilà, un témoignage donc, de Nelly, de pourquoi et comment se former à la transformation durable. Et on va ensuite enchaîner avec le témoignage de Maud. Une fois formée, voilà, quelle est la suite? Et terminer par, évidemment, une session de questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra à la fin, mais voilà, si une question vous vient en tête, n'hésitez pas à la poser. On les sélectionnera ensuite, par la suite, au moment des questions-réponses. Voilà.
Je vais maintenant laisser la parole à Arnaud qui va nous présenter la première partie. Merci Mao. Alors, je vais faire quelques mots d'introduction et puis après, je passerai la parole sur toi, Nelly et Maud, pour qu'elles puissent témoigner de la façon dont elles ont perçu cet enseignement qu'on dispense et le lien qu'elles font avec leur carrière professionnelle et le besoin qu'elles ont identifié. Donc, je vais avoir une présentation d'introduction en 3 temps. Premier, c'est pour rappeler que les entreprises sont un peu au pied du mur et ont besoin de se réinventer, de se transformer pour être beaucoup plus aligné avec les contraintes sociales, environnementales, développement durable auxquelles on est confronté. Et que cette transformation va devoir passer, ça c'est mon deuxième point, par de nouvelles compétences qui, la plupart du temps, ne se trouvent pas aujourd'hui dans les entreprises. Et ma dernière partie sera plutôt pour vous présenter le fait qu'aujourd'hui, si vous faites le choix de vous orienter vers ces métiers, vers ces compétences, eh bien, le monde vous sourira puisque on a un certain nombre de retours d'études marché qui montrent que c'est un secteur très fortement porteur dans lequel il y a pas mal de recrutements ou pas mal d'opportunités qui se présentent en termes de carrière professionnelle. Alors, pour commencer sur la première page Mao, je vais passer très vite. Alors, ce sera celle d'avant. Oh. Vous dire que voilà, on est depuis la RSE a à peu près 20 ans, responsabilité sociétale des entreprises. Il y a une lente progression de l'intégration du développement durable dans le monde de l'entreprise depuis ces quelques décennies. Et indéniablement, on connaît une accélération depuis à peu près 3 ans. Le Covid a été un déclencheur et qui a été renforcé par pas mal de crises complémentaires et de prises de conscience appuyées, notamment de la réalité de la crise climatique auquel on est confronté. Et qu'aujourd'hui, on est dans une situation où indéniablement, la question du développement durable a fait son entrée dans le radar des directions générales des entreprises et des conseils d'administration, qu'il y a un relatif alignement des planètes au regard de toutes les différentes forces de pression qui peuvent peser sur l'entreprise, à commencer par la réglementation, en particulier en Europe, où le Green Deal construit pas à pas, mais avec beaucoup de détermination, un plan d'évolution de notre modèle de société, de vivre ensemble sur le continent européen, qui est pose les jalons d'une nouvelle approche d'un modèle économique et social. Alors avec toutes les réglementations qu'on connaît et qui pullulent et qui ne vont faire que se renforcer, la taxonomie, la CSRD et puis bien d'autres. Mais ce chemin réglementaire s'accompagne aussi de nouvelles interpellations, de nouvelles prises de conscience des collaborateurs avec la réflexion sur le sens au métier, des investisseurs, de la société civile qui se montre de plus en plus vigilante, quitte à aller même porter des procès sur la responsabilité des entreprises, voire des consommateurs. Donc, face à cette réémergence des sujets de développement durable et cette interpellation de plus en plus frontale de la responsabilité et du rôle des entreprises, et si on passe en page suivante, Mao, on s'aperçoit qu'en réalité, on n'est plus à un stade où il s'agit d'ajuster, de compléter le mode de fonctionnement des entreprises, mais on a véritablement besoin d'envisager une transformation, une évolution structurelle, systémique de la façon dont les entreprises fonctionnent. On a un peu le sentiment qu'on arrive un peu au bout d'un cycle et que le modèle qui nous a porté ces 30, 40, 50 dernières années touche un peu ses limites et que pour réconcilier totalement les enjeux environnementaux, que ce soit la biodiversité, le changement climatique et bien d'autres, et les enjeux sociaux, sociétaux, eh bien, il faut revoir en profondeur le logiciel de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment le cœur de l'enseignement qu'on dispense. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les différentes briques que vous voyez sous les yeux, mais quand on dit repenser en profondeur le logiciel de l'entreprise, c'est se reposer la question de quelle est la meilleure façon d'envisager la gouvernance, le mode de prise de décision de l'entreprise et comment l'ouvrir davantage sur des parties prenantes externes, comment repenser le modèle de création de valeur, le modèle d'affaires de l'entreprise, interpeller à la finalité de l'entreprise, quelle est son utilité profonde et qu'est-ce qui justifie son existence même. L'offre, donc la façon dont elle apporte ses services à la société, aux consommateurs et au-delà, et tout ça s'appuyant sur aussi une interpellation du modèle managérial, de la culture d'entreprise, du modèle de leadership, donc de la dimension humaine dans nos organisations. Donc ça pour dire qu'on on a le sentiment et on a aussi quelques éléments d'interpellation qui nous démontrent que on n'est plus dans une phase de rhabillage ou d'ajustement, mais il s'agit vraiment d'inventer un nouveau modèle. Et en page suivante, ce qu'on peut voir, c'est que
Quand on se pose la question, est-ce que nos entreprises sont prêtes et est-ce que notamment elles disposent en interne des compétences pour mener cette transformation, on a plutôt tendance à répondre que malheureusement la réponse est non, pour plusieurs raisons. Mais la première, c'est qu'aujourd'hui, les dirigeants qui gouvernent les entreprises n'ont pas forcément été sensibilisés, acculturés, formés à ces questions-là pour une raison assez simple, c'est que ces enjeux de développement durable sont restés très périphériques ces 20 dernières années. Ont essaimé progressivement au sein du monde de l'entreprise, mais qu'il n'y a pas eu de plan de formation. Les étudiants actuels se plaignent de ne pas être formés dans leur cursus universitaire initial sur ces questions, ces grands enjeux des limites planétaires ou autres. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les entreprises ont des enjeux fondamentaux auxquels elles doivent répondre et disposent malheureusement peu de compétences en interne pour y apporter les bonnes réponses. Alors, ces éléments sont étayés par un certain nombre d'études qu'on peut mener. Alors, si on passe suivante, Mao. Ecolearn a conçu un baromètre, alors on l'appelle le baromètre des compétences durables, qui en est à sa 2e édition, qui est destiné renseigné par des représentants d'entreprises à qui on pose un certain nombre de questions et qui permettent de disséquer, de comprendre quelles sont la perception des besoins en formation, en compétences et comment renforcer ces éléments-là dans le monde de l'entreprise. Et donc, on a un certain nombre de questions que je vais en présenter que quelques-unes. Première question qu'on a posée, c'est d'après les répondants, donc c'était une centaine d'entreprises, quels sont les sujets, les thématiques sur lesquels vous avez le besoin le plus de vous renforcer? Et surprise ou non, mais la toute première réponse, c'est de se renforcer sur la dimension stratégique et de gouvernance. Donc, autrement dit, c'est à la fois auprès des fonctions dirigeantes et de toutes les personnes qui pensent la vision et la stratégie de l'entreprise que le déficit de compréhension des enjeux de développement durable est le plus criant. Alors après, tout de suite après, vous allez voir que la réglementation est un driver très fort. Il y a un besoin, et il faut reconnaître que la Commission européenne se montre très prolixe ces derniers temps, mais il y a un besoin de mieux appréhender aussi les sujets réglementaires. Et puis après, ce sont des thématiques, des méthodes à mieux maîtriser dans l'entreprise. Une autre question qu'on a pu poser en page suivante, c'est celle de, alors là je vais beaucoup plus loin, c'est pour ceux d'entre vous qui s'interrogent aujourd'hui à donner une nouvelle impulsion, faire évoluer votre parcours professionnel, la question peut être de savoir si vous allez pouvoir trouver une nouvelle opportunité ou des débouchés sur ces carrières. Et la réponse est plutôt oui, voire très franchement oui. Il y a beaucoup de signaux de la part des réponses d'entreprises nous rassurent sur le fait qu'il y a un fort besoin de renforcer la compétence en entreprise avec beaucoup de besoins de recrutement. Donc, la première question qu'on a posée à ce propos, c'était est-ce que vous envisagez de faire des recrutements? Alors, on peut voir le verre à moitié plein à moitié vide, mais on a quand même 40% des entreprises qui envisagent un recrutement à moyen long terme. 60% pas encore, sachant qu'on a aussi beaucoup de PME qui ont répondu, dans lesquelles on sait que les enjeux de moyens sont pas encore, sont pas les mêmes. Mais ce qu'on peut noter, c'est que cette réponse est en progression depuis l'année dernière. Donc, on a quand même des opportunités de recrutement qui sont très fortes. Et après, pour ceux d'entre vous qui se posent la question, y a-t-il un meilleur moyen de rentrer dans ces métiers? Est-ce qu'il vaut mieux faire une évolution de carrière en interne, faire une formation pour rebondir sur un autre métier dans une nouvelle entreprise ou entrer par le biais du conseil? En réalité, tous les leviers fonctionnent. Aujourd'hui, les entreprises sont très ouvertes et ce que ça recouvre comme élément, c'est qu'aujourd'hui, le vivier des compétences sur le marché du travail sur ces enjeux-là est très, très restreint. Et aujourd'hui, les entreprises sont très pragmatiques et vont chercher les compétences où elles se situent, aussi bien en interne, en externe ou à travers le levier du conseil. Très vite, sur les 2 dernières questions que je souhaitais illustrer, donc en page suivante, quels sont les profils sur lesquels, alors, on a posé la question par le biais du recrutement, mais à mon avis, c'est valable aussi sur les enjeux d'évolution de carrière dans l'entreprise.
Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a évidemment une prémanence sur l'évolution d'experts métiers vers la double compétence, mais qu'en réalité, le besoin est assez élargi. Et sans surprise, le profil type de notre promotion Masterclass Direction Durable correspond à peu près à ces pourcentages. Donc, on a à la fois des gens, alors on a une plus forte proportion probablement de gens qui se destinent à la direction de développement durable, qui représentent une bonne moitié des personnes qui sont dans la Masterclass aujourd'hui, mais on a aussi des dirigeants et on a aussi des experts métiers. Tout ça pour dire que voilà, donc quelle que soit votre origine, vous pouvez, à travers une formation, accéder à ces fonctions de chef d'orchestre de la transformation d'entreprise. Et puis, je crois que j'ai une dernière page, Mao, qui est sur la notion de double compétence, où là, on a une confirmation très, très franche aujourd'hui d'entreprises qui nous disent que désormais, quand je recrute, je me pose la question de savoir si le métier, l'expert métier que je vais faire entrer dans mon entreprise, il est à la fois solide sur sa base fondamentale métier, mais qu'il a cette capacité d'avoir la double casquette et de prendre ses décisions et d'orienter ses actions sous le prisme également du développement durable. Voilà, je vais m'arrêter là et puis je vais peut-être laisser Nelly commencer par nous partager son témoignage sur les raisons et le raisonnement qu'elle a tenu pour se tourner vers une formation autour du développement durable. Merci Arnaud. Donc, j'enchaîne avec tout ce que tu viens de dire qui me parle beaucoup. Donc, pour ma part, j'ai un profil de communication. Donc, tu parlais juste avant de double compétence. Donc, en effet, moi, je vais certainement correspondre à ce type de profil pour l'avenir, puisque j'ai travaillé d'abord en agence de communication, donc chez TBWA et chez Saatchi, donc des agences de publicité, pour lesquelles j'étais commerciale auprès de gros clients, dont Accor d'ailleurs, mais aussi beaucoup de marques de grande consommation comme Procter, Henkel, Mappa Spontex et autres. J'y ai découvert donc, le monde des grosses entreprises, les enjeux liés au marketing, à la communication, à l'impact que peuvent avoir des campagnes et tout le tournant et le virage du digital, que d'une certaine façon, j'associe un peu à ce qui est en train de se passer avec le développement durable en termes de formation, en termes de besoin de nouvelles compétences et en termes de transformation profonde que ça implique dans la société. Après ces premières années donc, en agence de communication, j'ai déjà opéré une première bifurcation et j'ai pris un poste de direction communication dans une fondation d'intérêt général qui lutte contre la pauvreté, donc auprès de Jacques Attali. Et j'y ai travaillé à la refonte de la marque, puisque j'avais cette compétence sur la marque. Donc, ça a été pour moi l'opportunité de trouver du sens dans mon travail que j'avais du mal à trouver en agence de publicité et pour lequel j'étais vraiment en tension, on va dire, personnelle sur mon set de valeurs. Et donc, en rejoignant cette fondation, ça a été pour moi l'opportunité d'apporter une contribution et mes compétences communication à un sujet qui, pour moi, était d'importance vitale. J'ai ensuite rejoint une université. Donc, pareil, là, je m'y retrouvais en termes de valeurs et de sens. Donc, l'Université Paris Sciences et Lettres, qui est basée, donc, comme son nom l'indique, à Paris et qui regroupe des grandes écoles comme les Mines, comme Dauphine, comme des écoles d'ingénieurs, le Collège de France et autres. Et j'y ai travaillé pendant plus de 6 ans à organiser toute la communication et la montée en notoriété de cette marque. Et j'y ai vu ce dont Arnaud parlait également tout à l'heure, qui est la montée auprès de la communauté des étudiants et donc de nos jeunes, d'un vrai besoin de faire se corréler les enseignements donnés à l'université et les aspirations qu'ils ont pour un monde en pleine transformation. Et typiquement, par exemple, à PSL, on a construit des formations dès le premier cycle pour former les jeunes au développement durable. Alors ensuite, moi, j'ai donc été au Salon ProDurable en septembre et au Salon, j'ai vu une conférence à laquelle participaient Arnaud et une alumni de la masterclass et j'ai observé à ProDurable que le marché du développement durable, si on peut l'appeler comme ça,
avait beaucoup évolué depuis 10 ans et qu'il y avait une certaine maturité comparée à ce que j'avais observé au moment de ma première bifurcation. Et en effet, j'ai observé qu'il y avait d'énormes besoins et qu'en face, il y avait de plus en plus d'offres puisque de nombreux cabinets étaient présents. On voit qu'il y a de plus en plus d'agences qui proposent des prestations de tout type et de nombreuses formations. Et j'ai choisi EcoLearn après avoir donc assisté à cette conférence et eu un entretien avec Arnaud. J'ai également pu parler avec plusieurs personnes qui avaient suivi cette formation et qui m'ont confirmé son intérêt. Et il se trouvait que ça démarrait en septembre et que j'ai pu donc mobiliser mon compte formation pour la financer. La raison pour laquelle je la fais, c'est parce que j'avais conscience, mais déjà 10 ans plus tôt, quand j'avais fait ma première bifurcation et que déjà à ce moment-là, je voulais faire du développement durable, qu'il fallait avoir des compétences spécifiques, que mes compétences en communication, c'était bien, mais que par contre, il en fallait plus. Et j'ai été en septembre d'autant plus convaincue de cela que j'ai remarqué que que le développement durable n'était plus comme il y a 10 ans dans une entreprise cantonnée à, pardon, hein, je caricature bien sûr, mais à mettre des poubelles de tri et à inciter aux éco-gestes, à part bien sûr pour les grosses multinationales qui étaient déjà contraintes à des reportings plus poussés, mais globalement, et notamment dans le métier dont je venais, dans les agences de communication, on en était vraiment à l'âge de pierre du développement durable. Là, j'ai eu un choc énorme en septembre en me rendant compte à quel point, enfin un choc positif, en me rendant compte à quel point les choses avaient avancé. J'y ai découvert des tonnes d'acronymes dont j'avais jamais entendu parler, le SBTI, la CSRD, la taxonomie, etc., etc. Je me suis dit, waouh, là, il y a vraiment des choses à apprendre et on ne peut pas arriver comme ça dans une entreprise en voulant faire du développement durable. Il faut se former. Voilà, donc EcoLearn propose une formation très généraliste et en même temps pointue. Donc, c'est ce qui m'a plu parce que ça correspondait à des profils comme le mien et pas que le mien d'ailleurs, puisque je suis un des types de profils des apprenants de EcoLearn. Mais il y en a plein d'autres. Il y a des acheteurs, il y a des personnes responsables de supply chain, il y a des personnes qui ont travaillé dans la finance. On a vraiment tout type de profils, des gens qui sont à la production et dans tous les secteurs d'activité. Et en effet, on est un certain nombre à être en reconversion et donc entre deux jobs où on se dit, OK, on a fait ça pendant 10, 15, 20 ans, on a envie de faire autre chose, on a envie de faire de la RSE à l'avenir. Et puis, il y en a qui sont déjà en poste ou qui vont changer de poste et qui vont prendre un poste RSE et qui donc se forment. Donc, tout cela crée également un melting pot très riche. On rencontre des gens de tout type de profil avec des parcours extrêmement variés. Et ça permet bien sûr de faire un peu de réseautage, ce qui est aussi un des avantages de ce type de formation exécutive, et de créer des liens, d'apprendre les uns des autres, d'avoir une entraide. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup au fait qu'à un moment donné, dans son parcours professionnel, le parcours des autres peut nous inspirer, peut nous donner des idées, on peut s'entraider, on peut se fournir les uns les autres des contacts qu'on a. Et à un moment donné, on trouve sa voie. Voilà. Pour ma part, je ne sais pas exactement encore ce que sera ma voie d'un point de vue statut, entre guillemets, puisque après une formation comme celle d'EcoLearn, on peut soit rejoindre une direction RSE ou la prendre. Je pense que Maud nous racontera son parcours à elle, soit former sa boîte ou rejoindre un collectif ou rejoindre un cabinet et faire du conseil en RSE. Et si on en croit les chiffres, il y a quand même plusieurs dizaines de milliers d'entreprises qui vont devoir se conformer à certaines réglementations et qui aujourd'hui ne sont pas équipées. Donc, je pense qu'il y a pas mal de besoins. Donc, pour ma part, je suis d'une nature optimiste et je me dis que je vais forcément trouver une entreprise que je vais pouvoir aider et je m'en réjouis. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, je regarde mes notes. Sur la formation elle-même, ce qui est très riche, c'est qu'on reçoit, donc une fois par mois, on a une réunion, on a un cours en présence, donc on a un grand nombre d'heures de cours en ligne qu'on fait chacun donc, de son côté, avec des modules qui préparent un cours qu'on fait donc en présence
où on est tous les 70 réunis à Paris un jeudi par mois. Et lors de ce jeudi-là, Arnaud fait venir des intervenants. Et dans ces intervenants, il y a des alumni de la formation qui ont des postes divers et variés. Certains sont en cabinet, certains sont en direction RSE. Certains ont monté des structures. On a une personne, par exemple, qui a monté une structure concernant tout ce qui concerne l'inclusion, donc les droits humains. Et il nous a raconté ce qu'il fait, le conseil qu'il donne aux entreprises. Donc, c'est vraiment passionnant. On a eu également, par exemple, le directeur RSE de Essilor ou le directeur RSE de L'Oréal. Dernièrement, on a eu également Carrefour. Donc, ces personnes viennent nous raconter ce qu'elles font au quotidien, leur retour d'expérience, notamment quand elles ont suivi la formation, pour nous raconter un peu le gap qu'il peut y avoir entre la théorie et la pratique. Ça nous permet aussi d'être confrontés à la réalité, c'est-à-dire qu'en effet, sur le papier, tout cela a l'air magnifique. On se dit, bon, bah, génial, il n'y a plus qu'à. Et puis, une fois qu'on est en poste, parfois, on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça, voire très complexe. Et on a des échanges, notamment, par exemple, avec le directeur de la RSE de Carrefour, où les apprenants peuvent être parfois pas très tendres envers la stratégie menée et poser plein de questions sur pourquoi on ne va pas plus loin, pourquoi on n'applique pas tel et tel type de stratégie. D'autres intervenants sont des intervenants académiques. On a eu par exemple un juriste, professeur de droit, qui nous a expliqué ce qu'est le devoir de vigilance, la notion de responsabilité. Donc, c'est vraiment des sujets qui sont centraux au thème de la RSE et qui nous permettent d'appréhender cette notion un peu sous toutes ses coutures. Il nous reste 3 cours. On a également un exposé à faire en sous-groupe. Donc, chaque apprenant doit contribuer à un sous-groupe et présenter au reste du groupe un exposé sur un cas. Et puis, en fin de formation, on aura tous un cas à rendre pour certifier notre diplôme. Donc, retour à l'école et au devoir. Donc, c'est très sympa parce que c'est aussi ce qu'on recherchait en venant là. Pour ma part, en plus, après avoir passé 6 ans à l'université, j'étais assez contente de retrouver des cours et des fiches à faire et plein de lectures et une richesse énorme de tout l'écosystème EcoLearn. Voilà, j'espère n'avoir pas dépassé mon temps, Mao, et je donne la parole à Maud, et bien sûr, je répondrai s'il y a des questions que je n'ai pas pu regarder encore dans le chat. Merci beaucoup, Nelly. Eh ben, j'enchaîne. Merci Nelly. Bonjour à tous. Donc, alors, pour vous faire part un peu de mon parcours, moi, je suis directrice du développement durable aujourd'hui chez Holcim France. J'ai suivi la formation en 2020-2021. À l'époque, j'étais déjà dans la même entreprise que j'ai rejoint en 2016 en tant que responsable des affaires publiques. Et en fait, au bout de quelques temps, en 2019, on m'a confié la RSE également, raison pour laquelle j'ai voulu me former et vraiment pouvoir m'appuyer sur des compétences de base solides, reconnues, pour pouvoir effectivement diffuser au sein de mon organisation cette nouvelle matière, en quelque sorte, pour que ce soit efficace pour tout le monde et pour que, voilà, faire au mieux mon métier. Et puis, finalement, à la suite de cette formation, donc en 2022, un an après, j'ai été nommée directrice du développement durable. Donc, c'est vraiment un parcours assez cohérent, mais bon, qui n'allait pas de soi a priori, mais dont en tout cas, moi, je suis assez contente. Moi, je viens plutôt du monde des affaires publiques, c'est-à-dire que c'est un peu le lien entre la réglementation, la compréhension, l'anticipation, la veille de la réglementation et la façon dont ça va impacter les entreprises. Donc, on est dans ce qu'on appelle aussi la diplomatie d'entreprise parfois. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire du lien entre l'entreprise et ce que les parties prenantes attendent d'elle. Donc, j'avais déjà un petit peu cette ouverture sur le fait qu'on doit amener l'entreprise à répondre aux enjeux
que la société se pose. Voilà. Et du coup, je travaillais plutôt dans des organisations professionnelles, donc avec une approche collective et comment créer du lien entre les organisations, comment fonder des positions communes et comment après aller défendre ces positions. Donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu le monde d'où je viens, mais du coup pas forcément le monde de l'environnement pur et dur, le monde de l'écologie, le monde ou même le monde des ressources humaines qui sont les piliers un petit peu classiques de la RSE. Donc ce que m'a apporté la formation, c'est d'abord un certain nombre de fondamentaux. Alors, il y a tout un tas de livres qui existent sur les limites planétaires, sur tout un tas d'éléments, mais c'est quand même très utile d'avoir un contenu pédagogique qui est construit, qui est intelligent, qui est accessible, parce que quand on travaille à côté, c'est bien d'avoir déjà des contenus un peu digérés, un peu tout prêt. Et puis surtout, l'intérêt de la formation, c'est de pouvoir partager ce contenu, de pouvoir en discuter. On a accès à une plateforme où on pouvait débattre entre nous. Et donc ça, c'était aussi un moyen intéressant de s'approprier finalement les enjeux, de les partager. Donc, il y a toute cette partie contenu théorique, mais dont on discutait, donc qui a pour moi été assez intéressant. Et puis, il y a la partie apport pratique et témoignage des entreprises. On parlait Nelly. Ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'était d'avoir tous les témoignages des directeurs du développement durable et des directeurs et directrices RSE d'entreprises, parce qu'en fait, il existe autant de politiques développement durable que d'entreprises, et ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir adapter la réponse aux enjeux propres de l'entreprise. Voilà, on va jamais caler des connaissances théoriques, il y a vraiment toujours une réalité de terrain, parce qu'il faut que ça réponde aux enjeux les plus prégnants de l'entreprise, et puis il faut que ça réponde aux problématiques des gens qui y travaillent. Donc voilà, ça doit toujours être co-construit et ça peut jamais être, ça tombe pas du ciel. Voilà, donc ça, c'était vraiment extrêmement utile de pouvoir se forger un espèce d'environnement intellectuel et pratique qui vient donner des idées, qui infuse, et puis on creuse tel sujet, on va voir celui-là pour qu'un jour, dans sa propre organisation, ça puisse émerger comme la bonne idée, parce que c'est à ce moment-là. Ce qui m'amène à vous dire qu'il y a aussi une question de timing. Arnaud en parlait tout à l'heure sur les enjeux des entreprises, et moi je le vis vraiment dans la mienne. Quand j'ai suivi la formation, donc j'étais responsable affaires publiques et RSE. L'idée, c'était de répondre à nos obligations environnementales et enfin un peu plus qu'environnementales, parce que nous, on a toujours eu des directions environnement, des directions des ressources humaines qui s'occupent de ces sujets RSE pris de manière séparée, c'est-à-dire qu'on va s'occuper du respect des droits humains dans l'entreprise et dans la chaîne d'approvisionnement, on va s'occuper des impacts environnementaux de l'entreprise, des émissions dans l'air, des économies d'eau, de la biodiversité, du carbone bien entendu. Donc ça, on l'a toujours fait. Et moi, je suis rentrée dans le sujet en faisant par exemple les déclarations de performance extra-financière, donc le rapport développement durable. Et c'est un excellent moyen de rentrer dans le sujet parce que vous allez voir tous vos collègues, vous leur demandez de vous raconter un peu ce qu'ils font pour transformer le modèle de l'entreprise, et puis vous formalisez les choses qui parfois étaient faites un petit peu de façon naturelle, ou alors parce que c'est du bon sens, mais ça permet quand même de structurer une approche. Vous faites une analyse des risques aussi, donc vous le faites avec vos collègues et vous matérialisez vraiment là où l'entreprise a des risques principaux et où est-ce qu'il faut concentrer les efforts. Vous interrogez vos parties prenantes extérieures, donc vous voyez ce sur quoi elles vous attendent, et puis vous essayez avec ça de construire une réponse et de vous concentrer vraiment sur les priorités, quels sont nos objectifs, quels sont les indicateurs clés, et puis vous allez pouvoir raconter ce que fait l'entreprise et puis son chemin de progrès. Rassurez vos collègues pour leur dire que non, on n'est pas là pour la communication, on n'est pas là pour dire que c'est parfait. On n'est pas parfait, c'est sûr, mais on se soigne, et comment on s'améliore et comment on va tous ensemble aller vers du mieux. Mais c'était finalement une époque où on répondait à cette obligation de déclaration de performance extra-financière. Et en fait, là, ça a vraiment complètement changé. Il y a vraiment une émergence des sujets qui désormais
attaque la stratégie en tant que telle de l'entreprise, et on ne peut pas envisager le développement de l'entreprise sans envisager la façon dont elle va répondre aux enjeux de la société. Et pour nous, c'est vraiment une question de survie de l'entreprise, mais même pas à 10 ans, à 5 ans. Alors, c'est peut-être un secteur un petit peu particulier, donc c'est le secteur cimentier, si quelqu'un ne le connaisse pas. Et en fait, pour produire du ciment, vous faites cuire du calcaire et ça produit extrêmement de CO2 de manière fatale. C'est vraiment le procédé pour faire du ciment. On cuit du calcaire, ça fait du ciment et du CO2. Donc, c'est vraiment une question de survie pour l'entreprise de transformer son business model. Et donc, pour ça, alors évidemment, il y a toujours eu des plans d'action, mais là, on s'aperçoit qu'il faut absolument que toute l'organisation soit embarquée, et il faut que toutes les strates de l'organisation soient autour de la table. Donc, ce que j'ai pu mettre en place depuis ma nomination, par exemple, on a un comité de pilotage sur le carbone où vous avez les fonctions, alors évidemment, la direction environnement, vous avez aussi la direction industrielle parce que c'est la façon dont on fait tourner les usines, et il va y avoir des investissements massifs pour limiter ces émissions de carbone. Alors, vous avez évidemment la direction financière parce que tout ceci coûte beaucoup d'argent. Vous avez les directions ressources humaines parce qu'on a aussi un transfert de compétences et qu'il faut accompagner ces évolutions de compétences. Vous avez la direction marketing parce qu'on ne fait plus le même produit et l'idée, c'est de pouvoir accompagner les clients pour qu'ils acceptent ces nouveaux produits et qu'eux-mêmes baissent leurs émissions de carbone. Donc, vous avez évidemment la direction du développement durable que moi, je représente et qui orchestre tout ça. Et alors, vous avez assez régulièrement la direction générale, puisque moi, je rapporte directement à la direction générale désormais, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, enfin, vous avez vraiment un changement de paradigme complet sur ces sujets-là pour que l'entreprise réponde au bon niveau à tous ces enjeux. Donc, vous avez à la fois des task force qui sont vraiment extrêmement réactives et qui sont là pour définir la stratégie de l'entreprise à court et long terme. Et puis, vous avez des discussions au plus haut niveau avec les pouvoirs publics. Là, je m'excusais auprès de Mao parce que j'ai renvoyé mes slides un peu tardivement. Mais c'est parce que hier, on discutait avec le ministère de l'Industrie parce qu'on fait partie des 50 sites les plus émetteurs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette initiative qui a été lancée par le président de la République au mois de novembre, où en fait, les 50 sites les plus émetteurs de CO2, en l'occurrence, ont été réunis pour définir des feuilles de route site par site pour baisser les émissions de carbone de 50% d'ici 2030 et atteindre la neutralité d'ici 2050. Donc, on travaille aussi avec les pouvoirs publics pour co-construire ces feuilles de route et puis se dire, voilà, quels sont nos leviers techniques, mais de quoi on a besoin. De quoi on a besoin? On a besoin d'électricité décarbonée, on a besoin, par exemple, pour faire du report modal, on va avoir besoin de lignes de chemin de fer qui fonctionnent, donc de sillons ferroviaires. Voilà, on rentre dans une logique avec tout un tas d'acteurs, parce qu'on ne peut pas faire le boulot tout seul, hein. On fait ce qu'on peut, mais l'idée, c'est vraiment d'entraîner tout un écosystème et de réfléchir avec du coup les pouvoirs publics et puis l'écosystème industriel autour à comment on va faire. Et donc, ça nous amène aussi à co-construire ces politiques avec les pouvoirs publics, avec d'autres acteurs, et à faire des espèces de Green Deal, des espèces de contrats de transition écologique pour que chacun fasse sa part. Et voilà, c'est vraiment une nouvelle gouvernance qui se met en place. Donc, c'est vraiment voilà, complètement différent de ce qui pouvait se faire avant, où on avait des plans d'action voilà, à 3, 5, 10 ans, mais où on transformait notre industrie un peu dans notre coin. Là, on ne peut pas faire tout seul. Et puis peut-être dernier exemple, l'idée c'est d'embarquer l'ensemble des collaborateurs et on met en place, alors c'est assez classique et on le voit dans un certain nombre d'organisations, on met en place la fresque du climat pour tous nos collaborateurs, absolument tous les collaborateurs, les 5000 collaborateurs. Alors d'ici 3 ans, hein, l'idée c'est pas de faire une course pour que tout le monde soit formé en 6 mois, mais c'est que d'ici 5 ans, tous les collaborateurs soient formés à la fresque du climat. Alors déjà, d'une part, c'est de la sensibilisation. Nous, on a des collaborateurs de formations très variées. Ça va de bac-5 à bac+5 et même bac-7 à bac+7. Enfin, voilà. C'est vraiment extrêmement varié, mais pour que tout le monde ait cette culture
collective sur le changement climatique. Ensuite, ça permet aussi d'expliquer à tous ce que fait l'entreprise en la matière, parce qu'on est tous de plus en plus interrogés par nos collègues, par nos familles sur ce qu'on fait et quel est l'impact de l'entreprise sur ces sujets-là. Donc, ça permet aussi de dire voilà comment on prend les choses en main. Et puis surtout, ça permet de susciter chez les collaborateurs des envies de changer, de travailler et de voir ce qu'eux peuvent apporter pour que tout le monde puisse contribuer. Parce que voilà, encore une fois, ce n'est pas des plans d'action top-down, mais c'est quelque chose sur lequel chacun peut participer. Donc ça, c'est vraiment le sujet du carbone où on a ces différentes problématiques. Voilà, mais on fait la même chose aussi sur la biodiversité. On va faire la même chose sur l'économie circulaire. On a la même chose sur la concertation locale. Où on s'aperçoit encore une fois que on a beau avoir toutes les autorisations pour travailler et puis les fonds aussi. Si on a une solution même technologique qui est parfaite, les gens autour de l'usine ne l'acceptent pas, et on ne va pas la mettre en œuvre. Donc voilà, ces sujets qui auparavant étaient un petit peu annexes et venaient un petit peu comme un supplément, oh tiens, on va faire de la concertation parce qu'on est obligé. Maintenant, c'est absolument essentiel voilà, pour remporter voilà, l'adhésion des riverains et même de nos salariés sur nos métiers, donc c'est essentiel. Et puis, je parlais d'adhésion et de personnes. L'idée, c'est aussi de recruter des talents et d'attirer des talents. Alors, dans l'industrie, on a aussi un petit peu une crise des talents et donc, c'est compliqué de pouvoir attirer les personnes. Moi, ce que j'aime dans l'industrie, c'est que on n'est pas dans de l'accessoire. Nous, on fait du ciment et du béton, donc c'est quand même pour loger des gens, donc c'est un intérêt vraiment assez immédiat. On construit des équipements, des hôpitaux, des pistes cyclables aussi, donc on contribue à la transition écologique. Donc voilà, c'est vraiment ça a une utilité immédiate. L'idée, c'est de savoir comment on répond à ces besoins en ayant le moins d'impact possible. Et je trouve qu'on a un levier très intéressant là-dessus et voilà, et donc on a besoin de compétences, qui ne fonctionnent pas en silo. On parlait des doubles compétences tout à l'heure, c'est vraiment essentiel. Mais il nous faut maintenant non seulement des ingénieurs qui soient très techniques, mais qui aussi puissent réfléchir, sachent expliquer leurs solutions en concertation publique et rendre accessible leur savoir. Voilà, on a vraiment besoin de nouvelles compétences et l'idée, c'est think out of the box. Voilà, c'est des métiers difficiles dans le sens où on ne sait pas comment faire notre métier dans les directions de développement durable parce que ça change tout le temps, mais en même temps, on est là pour faire du lien entre les gens, leur donner du sens, les rendre plus intelligents collectivement. Et c'est assez utile. Moi, je vois la façon dont mon organisation a évolué et on se le dit tous après nos réunions de copie le carbone, on est tous contents, on se dit tiens, par rapport à il y a 2 mois, par rapport à il y a 1 an, par rapport à il y a 2 ans, on adresse les choses vraiment différemment et on le fait mieux. Voilà. Donc je vois le temps qui tourne et puis je crois que j'ai vu quelques fenêtres qui s'ouvraient pour des questions, donc je vais laisser le temps aux questions et m'arrêter là sur l'intervention, mais on a du mal à s'arrêter. Merci beaucoup Maude et Nelly aussi pour vos témoignages tout particulièrement sincères, riches et très complémentaires. Alors effectivement, il y a quelques questions, n'hésitez pas à en poser d'autres, on aura un temps de questions-réponses à la fin. Je vais prendre quelques minutes assez rapidement pour vous présenter les formations, même si Nelly, je dois reconnaître, elle a très bien fait le travail. Donc je vais vous présenter 3 formations, sachant que j'ai vu une question, on a d'autres formations qui n'existaient pas d'ailleurs il y a 2 ans. Donc Maude n'avait pas eu le choix à l'époque, mais je répondrai malgré tout sur le fait qu'on a des formations qui visent des objectifs et des publics un peu différents. Alors la première formation, c'est celle dont vous avez 2 éminentes représentantes qui viennent de témoigner, donc la masterclass direction durable. Donc elle s'adresse alors elle ne s'adresse plus qu'aux seuls directeurs développement durable ou directrices développement durable, puisqu'aujourd'hui elle s'adresse aux chefs d'orchestre qui vont engager la transformation durable de l'entreprise. Donc par définition, c'est principalement la direction développement durable ou
quelques postes qui commencent à émerger de directeurs de l'engagement ou autres. Mais en réalité, on sait que cette transformation, elle va devoir être impulsée à plusieurs niveaux et ça correspond au schéma que je vous ai présenté avant. Et donc, on a aussi des dirigeants qui suivent cette formation et on a de plus en plus des experts métiers de la fonction finance, de la fonction marketing, de la fonction achat ou bien d'autres, ou des directions opérationnelles métiers. On a un directeur d'usine, alors c'est dans la cosmétique, c'est pas dans le ciment, et qui estiment qu'ils ont besoin de suivre cette formation pour être force d'engagement et de transformation. Donc, c'est une formation qui, comme le rappelait Nelly, est hybride, c'est-à-dire que vous suivez en parallèle un cursus digital que je vous présenterai juste après et les sessions présentielles qui sont échelonnées sur 10 mois. Alors, c'est un rythme qu'on a choisi pour le rendre compatible avec vos exigences professionnelles qui sont par ailleurs très présentes. Donc, vous avez un peu de travail à la maison sur le digital et puis on vous bloque à peu près un jeudi par mois de octobre à juin où on se réunit à Paris pour à chaque fois adresser un sujet différent. Donc, vous avez la même progression en ligne et en présentiel sur 10 thématiques et on a une graduation. Donc, on a deux sessions qui sont un peu introductives. Après, on a des focus thématiques sur les sujets climat, environnement et sociaux pendant 3 sessions. Après, on va l'ouvrir sur des problématiques business, donc la supply chain, l'offre, la finance. Un focus ensuite qui intervient sur le change management et toute la dimension humaine. Et puis une dernière session d'ouverture pour ouvrir quelques perspectives. Que dire d'autre? Donc les sessions, je crois que Nelly a dit beaucoup de choses. Donc les sessions, voilà, ont pour objectif à surtout vous donner accès à des angles de vue différents par des intervenants nombreux et d'origines diverses, donc des experts métiers, des experts de méthodologie, des représentants de la société civile, des pouvoirs publics, et puis toujours des témoins d'entreprise. Donc on conclut toujours les journées par un directeur ou une directrice développement durable qui témoigne d'une pratique relativement mature, assez emblématique, avec cet aspect d'être sans filtre, sans phare. Donc l'idée, c'est vraiment d'accéder à l'envers du décor. Et sachant que la structure de nos enseignements, elle repose sur 2 piliers. J'aurais pu commencer par là. Un pilier qui est plutôt pour vous donner accès à une vision d'ensemble, un peu stratégique, systémique, sur les dimensions de stratégie d'entreprise, mais aussi de conduite du changement. Et puis un deuxième pilier, une deuxième jambe qui est très opérationnelle, très méthodologique, pour vous permettre aussi d'avoir accès aux outils, à la boîte à outils qui est rendue nécessaire. Alors, je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, vous pourrez me les poser ensuite. Deuxième formation où je vais passer un peu plus vite, qui est la formation, Mao, si tu peux passer à la page d'après, voilà, sur le conseil en transformation durable. Donc, c'est aussi du présentiel, c'est 5 jours, 2 jours, puis 3 jours à 15 jours d'intervalle. Et là, la grosse différence, c'est que c'est un focus outils. Donc, vous avez 5 jours de plongée dans le cœur des dispositifs méthodologiques et les formations sont dispensées par des experts de conseil de référence. Donc, on accueille des gens qui sont issus d'EY, de Mazars, de Deloitte, d'EcoAct, de BioWare, enfin vraiment des gens qui sont des références dans leur métier. Et ce sont ces associés ou ces managers expérimentés qui viennent présenter les outils qu'ils utilisent au quotidien. Donc destiné évidemment, comme vous le comprenez, à des futurs consultants, freelance ou en cabinet. Et on est vraiment sur un focus très fortement outils, comme vous avez pu le comprendre. Sachant que, encore une fois, le fil de la formation est le même, c'est vraiment la question de comment engager la transformation d'entreprise. Et puis, dernière formation qui est la formation en ligne, qui est un peu notre socle sur ces éléments-là, donc qui s'appelle désormais Manager la durabilité en entreprise, alors qu'on a relancé il n'y a pas très longtemps, qui est la nouvelle version. Donc, c'est la formation que suivent aussi les personnes qui sont inscrites à la masterclass direction durable, mais que vous pouvez suivre par ailleurs de façon indépendante. Donc, c'est une formation purement en ligne, c'est-à-dire que vous intégrez une cohorte digitale et on a une cohorte, une nouvelle session tous les 2 mois. Et puis, vous suivez tous ensemble la formation depuis chez vous. Elle est structurée autour de 10 grands chapitres qui sont les mêmes chapitres que les mêmes sessions que la masterclass direction durable, décomposés en petits modules. Donc, vous avez une 50aine de modules. Un module, c'est à peu près 30 minutes, ce qui vous permet d'étaler la charge de travail. Et vous êtes entraîné pendant 4 mois pour accéder au corpus conceptuel et méthodologique qui sont
sont requis pour comprendre les éléments de développement durable, donc tous les fondamentaux, les ODD, les relations parties prenantes, les éléments réglementaires, etc., etc. Et puis avec systématiquement, en conclusion de chaque session, de chaque leçon, pardon, des focus opérationnels. Donc vous avez des modules qui sont vraiment sur des outils. Donc vous avez un module sur l'empreinte carbone, un module sur l'analyse de cycle de vie, un module sur l'analyse de matérialité, etc., etc. Et donc ça, c'est une formation que vous suivez depuis chez vous, mais vous n'êtes pas seul. Donc, il y a un certain nombre de temps synchrones répartis à peu près tous les 3 semaines, où vous retrouvez votre cohorte digitale et puis vous interagissez avec quelqu'un de EcoLearn pour des approfondissements, des échanges ou des focus méthodologiques à distance, à travers des visios. Voilà, je vais m'en tenir là. Si vous avez des questions pratiques, vous avez toutes les réponses sur notre site internet. Vous pouvez contacter les équipes chez nous qui pourront vous aider, qui seront indiquées en suite de ce mail. Et puis, je vous propose du coup d'aller plutôt à vos questions, sachant que j'en ai vu déjà certains nombres. Donc, Mao, si tu veux les reproduire pour que nous puissions y répondre. Oui, bien sûr. Alors, j'ai vu une question à laquelle Maud, vous aviez répondu, mais peut-être que vous pourriez détailler un petit peu. Une question qui était, quelle était la première étape que vous avez mise en place en tant que directrice développement durable? Voilà. Si vous pouvez un petit peu détailler. Oui. Alors, c'est tout bête parce que j'hésitais en me disant, alors j'ai commencé par mettre le copil carbone en place ou alors à formaliser nos engagements biodiversité. Et en fait, non. La première étape, c'était vraiment de se dire, je fais un plan d'action à 6 mois et je le partage avec le PDG et il le valide. Et comme ça, on voit quelles sont les priorités, on les partage. J'ai les coups des franches et puis on sait dans 6 mois si on a réussi à arriver à un endroit où on est bien là où on voulait arriver et on est OK sur les priorités. Et en fait, c'est ce qui me semble assez essentiel, c'est d'avoir une feuille de route validée par la direction parce qu'après, vous allez voir vous pouvez déployer tranquillement et transformer l'organisation. Enfin, après, ça dépend des organisations dans lesquelles vous êtes, mais c'est quand même pas mal d'avoir le go du patron. Très bien. On a également une autre question de la part de Meina, si je prononce bien, qui était quelles sont les grandes différences en fait entre manager la durabilité en entreprise et la masterclass conseil en transformation durable? Est-ce que c'est uniquement le côté présentiel ou s'il y a autre chose? Arnaud, est-ce que tu veux peut-être Alors, je répondre? peux y répondre. Ouais. Donc, pour être tout à fait clair, donc, si vous suivez la masterclass direction durable, vous suivez en même temps la formation en ligne qui s'appelle Manager la durabilité en entreprise. Donc, c'est un package, mais vous pouvez suivre séparément et uniquement la formation en ligne. L'intérêt d'avoir la masterclass, c'est ce que je crois que Denis témoignait, c'est au-delà d'avoir accès aux enseignements théoriques et puis avec quelques focus méthodologiques, vous avez ces temps d'échange, cette capacité à créer du réseau et à interagir avec des intervenants, à mettre en perspective, à mettre en application les éléments plus théoriques. Donc, c'est le même corpus académique, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autres sujets qui sont abordés dans la masterclass que ceux qui sont évoqués dans la formation en ligne. Simplement, c'est un approfondissement qui est apporté par ces sessions présentielles. En plus du fait, et d'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais Nelly le rappelait, mais vous avez aussi des devoirs complémentaires, des cas d'études, donc un cas d'étude en groupe, puis un cas d'étude final qui constitue votre examen d'obtention du diplôme, qui sont des analyses critiques de stratégie de développement durable d'entreprise. Et ça me permet de répondre à une autre question qui est posée, Lydie, c'est est-ce que vos formations sont certifiantes et est-ce que vous accédez à un diplôme? Donc la réponse est oui. Donc en suivant ces formations, vous recevez un diplôme EcoLearn et également un diplôme de notre partenaire école, l'Institut Léonard de Vinci, qui est accrédité par France Compétences, ce qui fait que donc vous avez accès, vous avez une reconnaissance d'un titre officiel RNCP niveau 6 pour ceux d'entre vous qui sont au fait de ces sujets-là. Et surtout, vous avez accès à tous les modes de financement autorisés en France, donc le CPF, les OPCO, les financements Pôle emploi de région, etc., etc.
On peut vous aider avec nos équipes chez Ecolearn à naviguer un peu dans ces démarches administratives. Très bien, merci Arnaud. Et du coup, il y avait également une question sur la différence entre la masterclass direction stratégie climat et la masterclass direction développement durable. Très bien. Bah, la réponse est presque dans le nom des formations, c'est-à-dire que la masterclass direction durable vous donne la vue d'ensemble des problématiques d'entreprise et notamment toutes les thématiques qu'une direction, comme Maud l'a présenté, qu'une direction développement durable doit appréhender. Donc les enjeux de climat, mais pas que, les enjeux sociaux, les enjeux les autres enjeux environnementaux, et puis l'intégration dans toutes les composantes de l'entreprise. Là où la masterclass stratégie climat va se focaliser sur la seule thématique du climat. Donc, c'est la même recherche d'avoir une vue holistique des sujets, mais dans un cas, vous appréhendez toutes les thématiques et dans l'autre, vous faites un focus sur la dimension climat. Donc, autrement dit, la masterclass stratégie climat est destinée plutôt aux directeurs ou aux responsables de stratégie climat d'entreprise. Ok, très bien. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions? Je suis en train de regarder un petit peu dans le chat, dans la discussion. Dans tous les cas, si vous avez la moindre question, vous pouvez toujours contacter donc, Clément ou Stéphanie, voilà, qui sont directeurs et directrices des programmes professionnels et entreprises. Ils répondront vraiment avec plaisir à toutes vos questions. Vous retrouverez donc les contacts directement sur la présentation. Écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, on arrive au temps de conclusion, voilà, de ce webinaire. Toujours, encore une fois, si vous cherchez à en savoir plus par curiosité sur la durabilité, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter ou à rejoindre notre communauté. Voilà, on a créé il y a quelques semaines avec Ecolearn le premier réseau social de la durabilité. Voilà, n'hésitez pas à venir découvrir cette communauté de passionnés. Et voilà, je vous remercie et puis avant tout, passez une excellente journée. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Nelly, Maud. Merci à tous. Merci à vous. Bonne journée. Merci à tous. Merci, bonne journée.